derrière au sein de la FOAD, quelles pratiques derrière. Donc les TIS sont partout de manière transversale. Et je crois que Guy va vraiment ouvrir sur ce champ et je vous remercie. Merci. Merci. Effectivement, on aura le temps d'avoir un petit échange tout à l'heure. Notamment, ce qui est passionnant dans votre intervention, c'est le fait que vous, d'abord, quand vous parlez d'outils, contrairement à ce à quoi vous pouvez vous attendre, il s'agit des cadres, des référentiels, etc. Il ne s'agit pas des outils numériques et d'une certaine façon, vous nous racontez un numérique quasiment dilué et pervasif dans tout ça, c'est-à-dire que, par exemple, la première entrée que vous faites à cet égard, c'est l'entrée par le portefeuille, le portfolio de compétences, puisque vous nous avez bien expliqué que ce changement de cadre institutionnel et conceptuel à la fois entraîne des nouveaux dispositifs numériques qui l'accompagnent. Voilà, merci. Guy Desaguliers. Oui, la transition est toute faite. En fait, on descend d'un niveau, on descend du niveau méta pour aller finalement dans un niveau qui n'est pas si loin de ça, le niveau macro, c'est le niveau régional. Finalement, comment les régions qui ont délégation de compétences de la part de l'État à mettre en œuvre les dispositifs de formation tout au long de la vie, pour tous les publics, s'y prennent pour comprendre les ancrages liés à la formation, comprendre aussi les travaux qui sont faits par les chercheurs, mais au plus près les besoins des gens qui sont en difficulté pour trouver du travail, difficultés liées à la vie, difficultés sociales, ou difficultés liées à un handicap physique ou psychique. Donc finalement, comment on s'y prend? Alors j'avais préparé une présentation, pour vous je sais pas si c'est bien, pour moi ça me rassure, donc ça me permet de ne pas m'égarer dans mes pensées. Ce que je voudrais vous montrer, c'est finalement quel est le sens qui est donné par une institution publique, comme le Conseil régional de Bretagne, qui a la charge de mettre en œuvre, qui a la charge de la formation tout au long de la vie pour le public breton. Donc, je veux parler des origines, des ancrages, peut-être le cadre et le contexte d'une stratégie régionale, comment on s'y prend finalement, comment on a compris ce contexte. Quelles sont les constructions qui sont mises en place? Donc un réseau, un portail qui est plutôt un outil, alors c'est un outil technologique, mais on le verra, c'est un outil qui va plutôt créer du lien entre différentes logiques réticulaires. Les moyens qu'on y met, l'usage, l'impact aussi des technologies ou du numérique dans le monde de la formation, les perspectives d'évolution, de développement, parce qu'il y a encore beaucoup à creuser en fonction, comme le disait Jacques-François tout à l'heure, en fonction des angles d'entrée, et puis on essaiera de conclure sur une note positive. Les origines, alors j'essaierai de t'embêter avec le temps. Voilà, je vais aller vite. Tu me dis combien? Une vingtaine? Je vais essayer d'aller très très vite. Premières origines, en fait, ce sont les innovations scientifiques et technologiques. C'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a eu un saut technologique important, à chaque fois ce saut technologique important a mis à mal l'organisation de nos sociétés. Alors, je ne suis pas remonté au calendrier grec, mais on pourrait. Et puis j'ai essayé de vous mettre en place en fait la définition d'une forme de processus qui est mobilisé pour justement modifier, enfin comment ces innovations scientifiques et technologiques modifient nos comportements en société. Alors je suis parti d'hier, dynamique, thermodynamique, électromagnétisme, machine à vapeur, mais tout ça nous a produit de l'électricité, et au final, c'est la presse qui a modifié la société par la possibilité de transmettre de l'information, de la communication, du savoir. Aujourd'hui, ce sont les notions de relativité, de physique quantique, l'énergie nucléaire, les nanotechnologies, donc les petits microprocesseurs. Tout ça, ça nous a permis ça nous a imposé à partager l'information, à faire travailler même les processeurs en parallèle, les faire travailler ensemble, en réseau. Et tout ça, ça nous a donné informatique, web, télécommunications. Le service dans lequel je travaille, il faut savoir que ça s'appelle maintenant Service du développement numérique. Au tout début, quand je suis arrivé à la région, il y a déjà longtemps, ça s'appelait informatique, téléphonie, réseau. Vous voyez qu'on a quand même bien évolué sur ce champ-là. Donc, juste pour vous dire que le processus en fait, qui est à l'œuvre à chaque fois, c'est que toutes les découvertes scientifiques fondamentales débouchent sur des applications technologiques. Ces applications technologiques
vont de plus en plus vers le partage des connaissances et à chaque fois, ce sont les nouveaux moyens de communication en fait, qui sont utilisés. Voilà quelque part une partie de l'ancrage. Donc, l'informatique, l'intérêt de l'informatique. Alors l'informatique, c'est un acronyme, hein, c'est information automatique. C'est une construction finalement. Ça permet de numériser les informations et de les traiter. Ça permet aussi d'avoir la possibilité de les transférer par des moyens de communication en masse, en grande quantité. Ces technologies-là changent profondément la vie, enfin notre vie au quotidien. Je crois qu'on a tous à peu près un appareil électronique ou sur le bureau ou dans la poche ou dans le cartable. On a pratiquement tous utilisé, enfin je pense ce matin, un outil qui avait trait à un outil de communication, ne serait-ce que pour venir ici, la radio dans la voiture. Elles ne changent pas simplement le fonctionnement des entreprises, des administrations, mais en même temps, elles vont changer à un moment la représentation sociale. Elles vont également changer les besoins de compétences de la société. Je vais travailler avec des outils qui sont de plus en plus performants, de plus en plus complexes, qui vont travailler eux-mêmes de plus en plus dans une logique réticulaire, et on va avoir besoin de personnel qui soit de plus en plus compétent et de plus en plus qualifié, quelque part, pour pouvoir utiliser ces outils. Donc c'est une implication très forte, hein, je ferai ce lien-là, sur la formation en enseignement. Il faut être capable d'utiliser ces marchés. Je mettrai quand même un bémol, j'ai bien entendu ce que disait Jacques-François et ce que disait Patrick tout à l'heure. Le bémol, c'est pas simplement des gains de productivité, des gains de croissance en fait. Il ne faut pas que ça soit que ça. C'est vrai que c'est le développement de nouveaux marchés, c'est le développement de nouveaux échanges économiques, mais c'est également un lieu d'échange. En même temps qu'on échange des produits, des richesses, on va échanger de la compétence, de la connaissance. C'est une autre forme de produit, une autre forme de richesse. C'est aussi une offre de nouveaux services, de nouveaux besoins, même si quelquefois des gens paumés nous proposent, bien avant qu'on ait les besoins, des outils qui vont répondre aux nouveaux besoins que nous n'avons pas encore, mais qu'il faut impérativement utiliser. Je reviens aussi sur ces aspects sociaux. Gain de productivité, il va falloir faire attention quelque part à ce qu'on n'oublie personne. C'est ce que disait Patrick. Donc c'est cette notion de fracture numérique, j'en parlerai tout à l'heure, fracture numérique versus inclusion numérique, comment on va s'y prendre pour que ces dispositifs fonctionnent. Des dépendances également à l'outil, dépendance aux jeux vidéo, hein, des addictions particulières, au monde virtuel, on en a entendu parler. Et puis on a aussi de nouvelles formes de sociabilité qui apparaissent avec les réseaux sociaux. On n'est pas toujours non plus très à l'aise avec ce type d'outillage. Il faudra quand même en tenir compte. Société de l'information désigne un état de la société dans lequel les technologies de l'information jouent un rôle fondamental. Je ne reviens pas dessus, j'en ai déjà parlé, et je vais me faire taper sur les doigts par Jacques-François. Mais en même temps, on parle aussi de société de la connaissance. Comment on va la partager, comment on va l'échanger, comment on va pouvoir mettre ça en œuvre. Alors je fais un petit peu d'historique quand même, pour tenter de voir quelles étaient les origines finalement de cette notion du numérique. 1999, décembre 1999, c'est quasi 2000, e-Europe, la Société de l'information pour tous. Donc c'est en préparation du Conseil de l'Europe que la Commission européenne a lancé cette initiative, faire en sorte que l'Europe devienne la société de la communication. Ça a débouché en mars, 23-24 mars de tête, sur la stratégie de Lisbonne. Pour mémoire, je vous rappelle les termes de cette stratégie, faire de l'Union européenne l'économie de la connaissance la plus performante du monde, à l'horizon 2010. On est encore en train de courir après ça, même si depuis il y a une nouvelle stratégie, en fait, Union européenne 2020, avec les 5 objectifs de l'Union européenne pour 2020, en fait, qui vont être des objectifs liés à l'emploi. Donc on va bien travailler sur, quelque part, un peu quand même la productivité. 75% de la population européenne en emploi. Je crois que c'est un peu d'actualité cette affaire-là. 3% du PIB consacré à la recherche et au développement, lié à
e-Europe dont on parlait tout à l'heure. Lutte contre le changement climatique. Quelque chose d'intéressant aussi, dont on n'a pas beaucoup parlé, c'est réduire le taux de pauvreté de 25%. C'est ramener dans les niveaux moyens de salaire 20 millions de personnes en Europe. Je vous laisse faire le calcul pour savoir quels sont ceux qui sont en dessous de ce seuil de pauvreté. Et puis en même temps, c'est d'amener le niveau d'éducation, enfin d'amener à réduire le niveau d'éducation à 10% de taux d'abandon, 40% de taux de population de 30 à 34 ans, en fait, titulaire d'un titre de l'enseignement supérieur. J'arrêterai avec ces chiffres-là pour repartir sur les textes de référence. Il n'y en a pas vraiment beaucoup quand on parle de formation. Les lois fondatrices, 1971, création de l'obligation pour les entreprises de financer de la formation. Et c'est à partir de là qu'on a commencé véritablement à s'intéresser à la meilleure façon de faire la formation. Puis vous voyez que depuis 1971, finalement, on n'a pas beaucoup avancé sur le sujet de la formation. Alors la formation, les lois de 71, c'était tout simplement créer une obligation de financement, pas une obligation de faire. Dans la loi de 71, il n'était pas non plus défini la modalité de la formation. C'est-à-dire qu'on pouvait très bien faire de la formation en présentiel, de la formation en distanciel, de la formation avec du présentiel et du distanciel, mais il fallait faire de la formation. Il a fallu attendre 30 ans, 2001, pour que la Direction générale de l'emploi et de la formation professionnelle édite cette circulaire qui a amené finalement le 20 juillet 2001, qui propose une définition de la FOAD, formation ouverte et à distance. Donc définition autour des notions de souplesse, d'individualisation, on commence à en parler tout à l'heure, de couplage des modalités de formation. C'est-à-dire que la formation, ce n'est pas simplement une formation ferme et monolithique dont parlait Jacques-François tout à l'heure. Et on a attendu encore 5 ans pour pouvoir préciser finalement cette circulaire de la DGEFP qui était orientée sur les questions d'imputabilité. C'est bien beau de faire de la formation, mais finalement quand je veux me faire payer alors que les gens ne sont pas là, je fais comment? Alors que jusqu'à cette époque-là, les formations étaient finalement payées à leurs stagiaires. Autre point important de cette circulaire, c'est l'application d'un contrat, en fait. C'est la notion de parcours accepté, mais accepté par celui qui apprend et pas par celui qui fait. Donc c'est le fameux protocole individuel de formation. Vous voyez qu'on est finalement relativement pauvre en texte. C'est intéressant d'avoir cette souplesse-là, parce qu'il va falloir pouvoir penser un petit peu en dehors du cadre, comme le cadre est assez souple et assez large. Je ne vais pas dire qu'on fait ce qu'on veut, mais on peut imaginer faire des choses intelligentes. Toujours dans les origines, la formation ouverte à distance en Bretagne, c'est quoi? C'est convergence d'initiatives de l'État et de la région en 2000, c'est aussi le temps des transferts. C'est 2004-2005 la mise en place d'une clé finalement technologique qui relie des réseaux d'organismes de formation qui diffusent de la formation et réseaux, on va dire, d'espaces publics numériques qui reçoivent cette formation et qui la distillent sur le territoire, qui la mettent à disposition de l'ensemble des individus, quel que soit leur statut, leur âge ou leur qualité. Je vais passer assez vite sur cette définition. Donc c'est un investissement en fait. On est bien au niveau, encore une fois, macroscopique. On ne rentre pas encore complètement dans le détail. C'est aussi qui vous expliquera finalement comment on peut mettre les choses en œuvre. Mais globalement, c'est comment on va pouvoir penser la formation en imaginant que cette formation, elle soit complètement éclatée par rapport aux valeurs théâtrales qui étaient les siennes, l'unité théâtrale de lieu, d'espace et de temps, en sachant qu'une formation, ça peut se faire en tout lieu, en tout temps et par quelque part des moyens qui peuvent être complètement différents. Comment on va pouvoir organiser ça? Donc, la région a travaillé sur 3 axes en fait. C'est ce qu'on a appelé dans Bretagne numérique, qui était la stratégie votée il y a 1 an, très exactement, par les élus du conseil régional. Donc ce triskel numérique, c'est comment on va pouvoir asseoir finalement ces dispositifs de formation pour qu'ils soient les plus performants et les plus cohérents possibles, surtout pour ceux qui apprennent. Donc c'est de la technologie qui est appuyée sur une infrastructure de réseau, alors un réseau régional de télécommunications,
On discute beaucoup en ce moment sur le THD, c'est pour ça que je vous ai mis le T entre parenthèses. Mais c'est bien quelque part un enjeu. Il faut que les données de formation sont des données très lourdes. Il faut qu'elles puissent passer par des tuyaux finalement qui soient très performants. C'est de la fibre optique et c'est de la fibre optique à très haut débit. Ça doit s'appuyer aussi sur les développements de l'accès, donc sur ce qu'on va appeler des investissements sur les territoires, comment on va mettre en place les relais au niveau des territoires pour que cette information qui est envoyée, cette information qui pourrait bien être de l'information formative, soit diffusée sur les territoires, comment on peut faire qu'elle percole sur les territoires jusque chez l'habitant. Et puis le développement des usages, donc c'est la mise en ligne de services à forte valeur ajoutée, et la région a décidé de mettre en place un portail de formation qui s'appelle Scoden. Dans la série, je crois qu'on est en pays bretonnant, donc Scoden, c'est dire mutuel. Et on ne l'a pas appelé comme ça tout à fait par hasard. Donc, construction d'un réseau, c'est bien une mise en cohérence d'une foultitude d'initiatives qui étaient déjà présentes avant qu'on commence à travailler sur ces dispositifs-là. C'est la création de sens collectif, de sens commun finalement au service du bénéficiaire final. Après ça, on y a mis, nous, des points d'accès à la téléformation, on y a développé des groupements partenariaux, et on a essayé aussi de stabiliser le rôle des acteurs. C'est-à-dire qu'à une époque, les organismes de formation voulaient aussi gérer le numérique, quelque part, mais l'outil, les réseaux. Donc ce sont des métiers qui sont complètement différents. Donc on a essayé de stabiliser ça, les organismes de formation, on les accompagne pour faire de la formation et pour accompagner les gens à apprendre. La technologie, la technique, ça doit rester quelque part aux techniciens. Ça n'empêche pas qu'on organise le débat. Il faut qu'ils travaillent ensemble. Et le portail comme trait d'union. Donc le portail Scoden multi-utilisateur, multiplateforme, il est censé nous donner une traçabilité de l'activité qui est générée, donc ça nous permettra aussi de rendre compte et de savoir si ça fonctionne, cette affaire-là. Donc c'est l'usage d'une plateforme mutualisée, c'est-à-dire que les outils, encore une fois, la région a décidé de gérer la voirie sur ces dispositifs-là au mieux, faire en sorte que, encore une fois, cette technique et la technologie qui supporte cette technique, ces nouvelles procédures, ne soient pas un frein. Donc les élus du conseil régional ont décidé de mettre à disposition le portail, le réseau, les plateformes, les formations qui vont autour, sans que ça coûte de l'argent aux bénéficiaires, qui pourraient bien être des accompagnateurs, des organismes de formation, des facilitateurs et surtout les apprenants. Donc au final, c'est transparent et gratuit pour l'utilisateur. Donc des animations qui sont proposées, des marchés qui sont passés, et puis des moyens qui sont mobilisés. Donc on en parlait de suite, une animation régionale de réseau, 2 marchés d'animation pour l'usage de ces outils qui ne vont pas de soi finalement, même pour les digital natives, en fait, les gens qui sont soi-disant déjà numériques. L'hébergement du portail et le fonctionnement du portail, c'est un coût, mais c'est un coût qui est supporté par la collectivité régionale. L'accompagnement aux pratiques d'individualisation pour les organismes de formation. On en a parlé, chaque individu peut avoir des problématiques de formation qui sont différentes les uns des autres. Donc comment on peut accompagner les organismes de formation dans cette migration en fait de ce passage à l'horizontalité, de la verticalité à l'horizontalité. Et puis en même temps des marchés pour le perfectionnement des compétences des acteurs de la formation, c'est-à-dire que la région a acheté le service pour que les acteurs de la formation puissent s'approprier ces nouvelles méthodologies pédagogiques, on va dire, pour faire simple. L'accompagnement des structures d'accueil sont des conventionnements avec des antennes, sont aussi des conventionnements avec des structures qui sont proches de publics spécifiques. Je ne vais pas reparler de défis, on vous en a parlé tout à l'heure et Patrick est là pour le faire toute la journée, mais on a aussi travaillé avec les centres médicaux pédagogiques, celui de Rennes et celui de Carpath, pour les publics en fait en difficulté là, physique pour le coup. L'usage et l'impact, un portail, 10 plateformes, 61 organismes de formation, plus de 1000 apprenants nouveaux tous les ans sur ces dispositifs-là. Tous les ans, c'est plus de 22 000 connexions sur l'outil. Le visa Internet, on en parlera tout à l'heure, c'est le petit marchepied qui fait que pour les publics très en difficulté,
ou très en amont de l'usage du numérique, on puisse avoir un outil mis à leur disposition. C'est pareil, là encore une fois, ça n'a pas de coût pour les utilisateurs, et on arrive même à donner des sous aux gens qui accompagnent. Et puis pour la formation des acteurs, 120 formateurs inscrits sur le plan de perfectionnement, on l'a ouvert en décembre. Il est plein pour l'année 2011, pour 2012, pardon, il est plein aussi pour 2013. Il va falloir qu'on fasse quelque chose. Donc, on voit bien, c'est l'impact dans l'impact, en fait, il faut que ce dispositif soit structuré si on veut qu'il fonctionne, mais c'est une structuration, je veux dire, souple. On donne les moyens aux acteurs locaux de s'approprier leurs propres difficultés et on les accompagne dans la gestion de ces difficultés. Ça va aller très très vite maintenant. Donc des actions d'animation qui sont conduites, montée en charge progressive et régulière de l'utilisation du portail, les accroissements des ressources, développement des pratiques collaboratives et l'introduction d'éthique dans les dispositifs pédagogiques. Le visa Internet, je me tiendrai à votre disposition pour en reparler, c'est un dispositif d'accès au public qui n'ont pas utilisé ou jamais utilisé ou qui ont fait l'impasse sur le numérique. On leur remet le pied à l'étrier avec cet outil-là. Ce n'est pas une formation informatique, hein. C'est bien une formation à Internet. Le e-portfolio, gros travail de responsabilité, encore une fois, de la collectivité, qui doit garder les données, comment on va accompagner les structures à charger les données dans un dispositif de e-portfolio, et surtout comment on va accompagner les individus à récupérer les données et à faire en sorte que ça prenne du sens pour eux. Facteur clé du succès de l'ensemble de ces opérations, donc la région, ça fait une quinzaine d'années qu'on travaille sur ce sujet-là. La professionnalisation des acteurs, on en a parlé tout à l'heure, mais c'est un fait réel en Bretagne, c'est une véritable réalité. L'accompagnement des organismes de formation, c'est le début de la transition. Mise en place d'un plan de perfectionnement de compétences des acteurs et mise en place d'une plateforme mutualisée. Une mutualisation aussi interrégionale, c'est-à-dire que j'ai entendu tout à l'heure parler des coûts des ressources. On essaie de coproduire des ressources avec d'autres régions, d'échanger des ressources qui ont été produites en région Bretagne avec d'autres régions et de récupérer aussi des dispositifs qui ont été produits dans d'autres régions. EARL, c'est une association européenne de développement du lifelong learning. On ne peut pas être loin de l'Europe sur ces dispositifs. Voilà, c'est ce qui va compléter la démarche de formation bretonne. Résumé, vous voyez bien, mon ami, nous, et on l'a toujours voulu comme ça dans cette région, la prenant au cœur de notre dispositif, Scodem et toutes les prestations qui lui sont associées, le visa Internet en termes d'initiation, le e-portfolio pour travailler sur l'inclusion sociale et professionnelle, enfin donner les moyens de l'inclusion des individus, et puis l'accompagnement des professionnels de la formation. C'est pas tout de vouloir changer les règles. Si on n'accompagne pas les gens à les appliquer, ces nouvelles règles, ou à les approprier, ça ne fonctionnera pas non plus. Donc c'est l'individualisation pour les organismes de formation et le plan de perfectionnement des professionnels, des acteurs de formation. Voilà ce que j'avais à vous dire sur ce sujet. Merci. Une question alignée à poser, mais surtout, je pense qu'il y a des gens qui sont dehors. Je voudrais sujet qui rentrent et qui s'installent, puisqu'il y a, comme toujours, de la place loin de l'entrée et pas près de l'entrée. C'est un grand classique. Donc, une petite question bien concrète. Si on est ici, à Lorient et en Pays de Lorient, parmi les dispositifs que tu nous as montrés, si on voit ton résumé, auxquels est-ce qu'on peut accéder? Donc j'imagine que le visa Internet à certains endroits, j'imagine qu'on va trouver du portfolio, il y a peut-être des PAT, des points d'accès à la téléformation, il y a peut-être des organismes de formation qui ont des actions. Est-ce que vous avez une lecture géographique de cette offre? On a évidemment une lecture géographique de ça. Moi je suis sur le Pays de Lorient. Clairement, vous avez accès à tout ce que je viens de vous montrer là. Point d'accès à la téléformation pour le Pays de Lorient, il est porté par l'association de défis, donc qui a essaimé, j'allais dire quelque part, le principe. L'ensemble des visas Internet de Bretagne sont disponibles dans l'ensemble des points d'accès à la téléformation. L'ensemble des points d'accès à la téléformation a l'usage gratuit du portail Scodem.
les organismes de formation qui travaillent en relation avec les structures support, on prend l'accès à la téléformation. Alors, je vais en oublier, mais de tête, ils m'ont viré moins 5 ou 6 sur le pays de l'Orient. On va parler du réseau des Greta, on va parler de l'IBEP, on va parler d'Agora. Le réseau Canada. Voilà. Donc, je pense qu'ils sont tous. Ils sont tous dans ce qu'on a appelé, nous, les groupements partenariaux, c'est-à-dire qu'on vient bien essayer de se positionner sur une logique de territoire. C'est une logique qui a fait ses preuves. Alors, je voudrais remercier Michel pour ça, parce qu'on a commencé quelque part à Brest sur le réseau. On l'a développé ici à Lorient, et c'est quelque chose qui est SM dans d'autres métropoles régionales. Mais tout est disponible, sans problème. Deuxième question, certaines régions considèrent que quand des contenus de formation sont financés sur fonds publics, ils doivent devenir des biens communs. Est-ce que c'est votre position en Bretagne? Alors, on a une position qui n'est peut-être pas aussi tranchée que ça. Ça devient un bien qui devient disponible. L'organisme de formation a de toute façon investi et travaillé sur le produit en tant que tel. Donc, ils en restent, j'allais dire, quelque part propriétaires entre guillemets. Sauf que nous, on leur demande de rester juste propriétaires des usages. Donc, ce que l'on développe, notamment sur le portail scolaire, c'est que nous effectuons pour l'ensemble des organismes de formation une veille sur les ressources pédagogiques qui sont disponibles à distance et possiblement utilisées. On vérifie les licences. C'est pas toujours des licences utilisables comme ça. Et on a travaillé avec l'ensemble de nos prestataires pour que la propriété n'existe plus, en fait, pour que ce soit le droit d'usage qui existe. C'est-à-dire qu'on va payer, on n'achètera plus ni les plateformes. Là, on a quand même un paquet de plateformes sur Scodel. On ne les achète plus, ce sont les éditeurs de plateformes qui les mettent à disposition. Par contre, c'est normal, il y a un travail, il y a un service rendu, ils font payer l'usage. Et c'est la même chose, en fait, qui est développée pour l'usage des ressources. On ne souhaite pas acheter les ressources, mais par contre, on peut payer l'usage des ressources. Oui. La question de base. Vous faites payer l'usage par qui? Par les utilisateurs en organisme de formation. Jacques-François. Juste une petite remarque aussi. Il y a l'idée effectivement de la production de contenu, de l'usage, mais l'usage c'est un peu comme Microsoft, c'est-à-dire si vous utilisez une licence Microsoft, vous payez l'usage de la licence. Et il y a aussi une variante, mais qui est effectivement plus difficile à mettre en œuvre, qui est le service. C'est-à-dire que par exemple, moi je participe à un réseau de formation avec Imagination for People qui s'appelle AnimeFR, dans lequel on produit toute cette série de contenus autour des pratiques collaboratives. Tous les contenus donc, sont dans une licence Creative Commons by SA. Donc ça veut dire que tous les contenus sont librement réutilisables. Et il n'y a aucun problème. Parce que ce qui a de la valeur, ce n'est pas la rente d'accès au service, c'est payer effectivement le service lui-même. C'est-à-dire que une fois que le contenu est là, il faudra bien que quelqu'un le mette en œuvre. Il faudra bien que quelqu'un l'anime, quelqu'un l'accompagne. Donc moi j'irai un tout petit peu plus loin en disant que ce qu'il faut payer, ce n'est pas l'usage, c'est le service apporté par l'organisme. Avec l'idée qu'une fois qu'un contenu est développé, il peut y avoir l'entreprise A ou l'association A à Lorient qui développe ce service, l'association B à Brest, etc., que ce service peut être mis en œuvre par différents acteurs locaux. Donc c'est un petit peu cette idée-là, un petit peu de contenu librement réutilisable, mais qui génère des services. C'est tout le problème de l'open data. Le gouvernement français croyait que les données avaient des valeurs, parce que la valeur, ce n'est pas les données, c'est effectivement ce qu'on en fait et les services qu'on peut en faire. Juste pour répondre très rapidement, c'est pas aussi. Alors je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire Michel, ça c'est évident. C'est juste que c'est pas aussi évident que ça à mettre en œuvre, parce que au niveau des ressources, en fait, toutes les ressources n'ont pas forcément été libérées. Nous, on travaille à repérer celles qui sont libres de droit. On forme les acteurs en plus à se les approprier, à les modifier, et on les forme aussi à une certaine éthique. C'est-à-dire que je vais sur le web chercher une ressource qui ne va pas complètement, je la prends, je peux la modifier, je la modifie, et je la remets à l'endroit où je l'ai trouvée, et je donne aussi la ressource qui a été modifiée. Ça aussi, c'est quelque part de la formation.
quand les ressources ne sont pas directement, sont pas directement utilisables, en fait, il faut les acheter, il faut au moins acheter l'usage. Nous, on ne veut plus acheter du tout la ressource en tant que telle. Je suis complètement d'accord avec ce que disait Michel, mais c'est une tendance lourde. Troisième et dernière question avant de passer la parole à Roselyne Lesquer. Tu as parlé d'e-portfolio, on a bien compris, on a commencé à comprendre grâce à l'intervention de Sandra Safourcade ce qu'on allait mettre dans nos e-portfolios. Je suis ici à Lorient. Je vais m'ouvrir moi-même, je vais l'acheter à quelqu'un. Est-ce que je peux venir à la médiathèque ou chez Défi ou à l'université ou à Pôle emploi ou auprès d'un organisme de formation ou d'un CFA ou à un autre endroit? Qui va me l'ouvrir et est-ce que ça va être le même partout? Alors, ça c'est la grande question. Dans certains pays ou régions européens, il y a, je pense au Pays de Galles qui, il y a quelques années, a dit allez, on ouvre 4 millions d'e-portfolios. Dans certaines régions, il y a un portfolio par habitant, etc. Ce qui ne nous dit rien du millefeuille que je viens de développer. Alors, nous, c'est la grande affaire de l'année, c'est même la grande affaire depuis début 2011. On s'était pas mal pris les pieds dans le tapis en termes d'organisation quand on a développé la FOAD, quand les régions se sont mis à développer la FOAD. Pour faire simple, il y a 3-4 régions qui ont à peu près les mêmes systèmes, en fait, qui sont pompés les uns sur les autres. Pour faire simple, le modèle breton est parti dans quelques régions. Nous, on a récupéré des choses de la région centre. Donc, mais chaque région y est allée en ordre complètement dispersé. Là, ici, l'intérêt d'être... Enfin, moi, je représente la région Bretagne à la mission e-formation de l'Association des régions de France, c'est qu'on est en train de se dire finalement le e-portfolio, ça serait quand même dommage qu'on ne le fasse pas ensemble. Du coup, ça serait aussi dommage qu'on ne fasse pas des gains de productivité sur le dispositif. Mais en même temps, ça serait dommage qu'on n'imagine pas des dispositifs de e-portfolio qui soient miscibles. Au moins. Donc là, l'idée, c'est de travailler ensemble. Alors, il y a déjà Aquitaine, région Centre, région Bretagne, je vais en oublier un dans le Franche-Comté, donc ils travaillent sur un outil commun. Donc ça, c'est l'outil, c'est l'ossature, j'allais dire, technologique. Cette ossature technologique, ça n'aura pas de coût pour l'utilisateur, c'est quelque chose qui est développé. Alors du coup, c'est du développement commun dans ces différentes régions. Il y en a une qui a fait l'investissement de départ et toutes les modifications qui sont demandées sont apportées par celles qui viennent dessus, donc c'est un modèle un petit peu particulier qui est mis en place. Mais c'est pas ça qui est le plus important. Ce qui est le plus important, en fait, c'est de pouvoir travailler avec les structures d'accompagnement, les fameuses structures d'accueil, d'orientation, pour pouvoir accompagner les gens à rentrer des données dans ces systèmes qui seront finalement garantis, sécurisés. Rentrer des données, on ne rentre pas n'importe quoi, on ne rentre pas n'importe comment, mais surtout ressortir ces données. Donc, et l'idée, c'est de pouvoir travailler donc, avec les structures, que ce soit les organismes de formation, que ce soit Pôle emploi, que ce soit tous ceux que tu as cités quelque part, d'accompagner ces gens-là à s'approprier la méthode quelque part, enfin, la notion du e-portfolio, pour que ce e-portfolio soit mis à disposition de l'ensemble des Bretonnes et des Bretons. Ça, c'est l'objectif. C'est un objectif ambitieux. C'est un petit peu complexe à mettre en place, à faire fonctionner. Et surtout qu'on travaille dans la logique des marchés publics. Vous imaginez un marché public avec plusieurs régions et plusieurs lots, des dynamiques un petit peu folles. Mais on arrive à trouver des solutions et ça se... Voilà. Comme diraient les collègues québécois, ça sent bien. Merci Guy. Et donc, je passe maintenant la parole à Roselyne Lesquer de l'Université de Bretagne Sud, qui est probablement en plein dans plusieurs des dynamiques qui viennent d'être et 20 minutes comme tout le monde. Bonjour ou rebonjour à tous. Donc moi je suis Roselyne Lesquer, je viens de l'Université de Bretagne Sud. Je travaille au service de formation continue pour lequel je suis la responsable de l'activité de la recherche-action. La perspective que je vous propose ce matin, c'est de vous montrer dans quel lien est-ce qu'on travaille avec les deux témoignages qu'il y a eu avant et comment on met en œuvre des actions très concrètes sur un territoire et particulièrement celui de Lorient suite à les grandes dynamiques impulsées par la région